Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon univers de low fantasy maison dans lequel va se dérouler ma prochaine campagne que je vais diffuser en actual play sur cette chaîne. En revanche, j'aimerais faire cette présentation d'une manière qui puisse vous inspirer et vous donner quelques pistes dans la création de votre propre univers maison. Je ne veux pas simplement vous présenter mon univers et ce que j'ai créé. Je veux que ça puisse servir. Et donc, cette présentation va mettre l'accent sur deux éléments. L'histoire avec un grand H comme source d'inspiration, en particulier ici l'histoire de France, voire même un peu l'histoire avant la France. Donc, je vais beaucoup parler d'histoire et vous montrer comment ça m'a inspiré et comment vous aussi vous pouvez prendre votre inspiration dans des sources historiques. Et je vous parlerai également des raisons, je dirais, techniques derrière mes choix d'univers. Car, à mon sens, créer un univers de jeu de rôle, ce n'est pas seulement un travail narratif, il faut que l'univers soit propice à jouer des parties et donc à inspirer le maître du jeu surtout, mais également les joueurs. Donc il y a des choix à faire qui ne sont pas que des choix de goût, mais aussi des choix, comme je l'ai dit, techniques, faute d'un meilleur mot. Donc je le répète, au lieu de vous présenter aujourd'hui mon univers de manière narrative, en suivant la chronologie de son histoire, je vais vous le présenter en suivant la chronologie de sa conception, plus précisément de ma réflexion lorsque j'ai pensé cet univers. Je vais faire certains raccourcis, je vais vous passer les détails évidemment en gardant que l'essence de ce qui est important ici. Donc vous allez sans doute en retenir moins en matière d'univers que si j'avais présenté simplement mon univers, si je l'avais partagé de manière narrative, mais je pense néanmoins que ça vous sera plus utile que simplement partager ma création telle qu'elle. Commençons donc, et je vais d'abord parler de l'élément low fantasy de mon univers qui au passage s'appelle les royaumes Sélonites, et donc vous voyez la carte de ce continent sous vos yeux. Donc c'est un univers de low fantasy et cette thématique va dicter la manière dont je vais créer cet univers, en l'occurrence dont je l'ai créé. Au moment de créer cet univers perso, j'avais déjà en tête un des éléments fantastiques récurrents qui est ce que j'appelle l'engeance. Rien de particulièrement original, mais c'est une sorte de forme de vie parasitique dont on ne sait pas vraiment d'où elle vient, qui corrompt plein de choses, qui se lie au vivant et qui crée des monstruosités et qui ne fait que se répandre. C'est la version très courte, il y a tout un truc derrière d'ailleurs que je ne veux pas forcément divulguer. Et j'avais ça en tête dès le départ. Cependant, j'ai choisi de le laisser de côté parce que si je commençais à créer mon univers perso par un élément de fantastique, je risquais de tout structurer autour de cet élément fantastique et on sortirait de l'élément, enfin de la low fantasy. Le risque, quand on crée un univers de low fantasy, c'est justement de tout de suite amener l'élément fantasy ou fantastique et finalement, tout l'univers se structure autour de ça. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'univers de jeux de rôle que j'adore au demeurant, hein, comme Vampire la Mascarade ou Warhammer. C'est pas qu'il se qualifie comme low fantasy, mais bon, on vous dit que ça va parler surtout de corruption humaine ou de lutte avec la bête dans Vampire, et au final, en pratique, puisque tous les éléments qui sont décrits dans les jeux sont quand même des éléments fantastiques ou divins, ou etc., en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus riche en éléments fantastiques que ce qui était dit dans le postulat de base pour un peu vendre le produit. Il y avait une sorte d'opposition entre les deux, soyons clairs. Et donc, moi, je voulais pas tomber là-dedans. Quand on crée un univers, on s'attache au macro, à la globalité de l'univers. On va pas tout de suite dans les détails. Souvent, si je prends justement la low fantasy, on va raisonner à l'échelle des royaumes, pas à l'échelle de la petite forêt sombre locale. Or, en low fantasy, le fantastique, c'est le contraire, c'est l'élément local qu'on voit pas souvent et qui n'est pas structurant dans la globalité de l'univers. Sinon, c'est plus du low fantasy. Donc l'élément fantastique local, si vous voulez, il est sans importance au niveau de la création d'univers, ou en tout cas, il est de moindre importance que le reste. J'ai dit beaucoup de choses ici. Pourquoi? Eh bien, pour vous dire déjà que toute la création de mon univers, les royaumes Sélonites, en tout cas en amont au départ, et donc tout ce que je vais décrire aujourd'hui, en grande partie va s'en tenir à des éléments réalistes qui respectent les lois de la physique, qui sont plutôt d'ordre politique, plutôt que justement d'inclure le fantastique, parce que ce n'est pas le fantastique qui structure mon univers.
En revanche, ça ne veut pas dire qu'il sera oublié ni écarté, ça sera un peu la cerise sur le gâteau, et à mon avis, ça doit être comme ça dans un univers de low fantasy. Quand je dis ça doit, ce ne sont pas des lois universelles, évidemment, je vous explique la manière dont moi j'ai abordé la création de mon univers, et le genre de règles qui, je pense, s'appliquent assez régulièrement, avec évidemment toutes sortes de variantes qu'on pourrait imaginer, et de cas différents. Donc voilà pour l'élément low fantasy, et cet avertissement, faute un meilleur mot, pour vous dire que je vais surtout aborder des éléments réalistes, que vous ne soyez pas surpris. Donc, qu'ai-je fait pour commencer, si ce n'est pas m'atteler au fantastique? Eh bien, j'ai essayé également d'éviter une autre erreur qu'on retrouve souvent dans la création d'univers au sens large cette fois, pas seulement en low fantasy, c'est de vouloir absolument commencer par l'histoire de l'univers. Ça, c'est souvent une erreur. Alors, ça paraît logique parce qu'on se dit, bah oui, c'est l'histoire de l'univers, tout ce qui s'est passé avant qui va donner la situation actuelle, donc elle est fondamentale. C'est logique, sauf que ça ne sert pas le jeu. Souvent, l'histoire de votre univers n'aura qu'un faible impact en jeu. Et quand je parle d'histoire, je parle de l'histoire lointaine ou sur le temps long. Ça n'aura pas un impact fondamental. Alors encore une fois, je suis le premier à dire que le poids de l'histoire sur le présent est incroyable, mais là on parle de créer un univers de jeu. Et au départ, quand on le crée, je pense que ce qui est important et ce sur quoi il faut se concentrer dès le début, c'est ce que va être l'univers au début du jeu, pour les joueurs, d'entrée. Et donc, il faut, à mon sens, se concentrer sur la situation actuelle, l'univers tel qu'il est, tel qu'on le pense. Dans quel genre de cadre, dans quel genre d'univers souhaitons jouer? C'est quoi votre postulat pour votre univers perso, ici et maintenant? Ça ne veut pas dire, vous allez voir, que l'histoire n'a pas son importance. Je vais parler de la mienne aujourd'hui, enfin la mienne, celle de mon univers perso. Mais elle doit être pensée, à mon avis, après, et donc on y reviendra. Alors, attaquons tout de suite la situation dite actuelle des royaumes sélonites. Quel était le premier élément de l'univers que j'ai posé? Eh bien, je me suis inspiré assez drastiquement, pour pas dire que j'ai copié, sur une part de l'histoire de France, donc avant la France en l'occurrence, à l'époque mérovingienne, sur un épisode qui s'appelle la Fède royale, qui a lieu, c'est un conflit entre les petits-fils de Clovis, précisément les fils de Clotaire Ier, qui est l'un des fils de Clovis en l'occurrence. C'est une histoire incroyable, je vais la résumer très vite pour vous montrer que c'est, franchement, si on ne disait pas que c'était de l'histoire avec un grand H, on penserait que c'est tiré par les cheveux, tellement c'est, à mon sens, énorme. Clovis avait unifié le royaume franc, et donc il avait unifié les clans barbares, enfin, en tout cas barbares, c'est comme ça que les appelaient les Romains, mais des Francs. Donc c'était une sorte de roi unificateur, un peu un Charlemagne avant l'heure. Mais les Mérovingiens faisaient cette erreur, et les Carolingiens après eux aussi d'ailleurs, c'est que à la mort du souverain, le royaume était partagé équitablement entre les fils. Et ça, c'était terrible, parce que ça paraît équitable comme ça, il n'y avait pas le droit d'aînesse, mais le problème c'est que ça fragmentait le royaume et ça menait à des conflits. Clovis avait eu plus ou moins de la chance avec ses fils, ou en tout cas ses fils avaient eu de la chance, si on veut, parce que seul Clotaire Ier avait survécu, donc il avait tout récupéré, donc l'unité était plus ou moins maintenue, mais ce ne fut pas le cas avec les fils de ce dernier. Et donc, le royaume franc avait été séparé en trois, avec l'Austrasie, la Neustrie et la Burgondie. Burgondie qui était un peu en retrait du conflit qui va exister entre l'Austrasie et la Neustrie, un conflit vraiment viscéral. Le terme viscéral, vous savez que je l'utilise très souvent, donc forcément ça m'a parlé d'un point de vue jeu de rôle. Et ce conflit, donc, cette guerre même qui a eu lieu entre l'Austrasie et la Neustrie, a mené à l'assassinat pur et simple d'abord du roi d'Austrasie, puis du roi de Neustrie. Les deux rois ont été assassinés, si bien que la guerre s'est poursuivie, le conflit en tout cas, entre les deux reines, Bruno d'un côté et Frédégonde, la fameuse de l'autre, une ancienne roturière qui était apparemment très manipulatrice. Elle aurait pu même orchestrer l'assassinat du premier roi, celui d'Austrasie. Donc vous voyez déjà, quand on a dit ça, on se dit qu'il y a un potentiel énorme. Ça s'est vraiment passé, donc déjà c'est crédible, malgré les apparences. Donc pour du low fantasy, c'est très bien. Il y a un conflit, il y a de la guerre,
Et il y a des assassinats pour le côté dramatique et le côté politique, manipulation, intrigue. Ça, pour moi, c'était une source d'inspiration incroyable, puisque j'adore les intrigues politiques. Et ça donnait quelque chose à l'univers, si je m'en inspirais, qui est pour moi fondamental dans un univers pour jeu de rôle, c'est que c'est générateur de conflits. Il y a du conflit, c'est un univers qui vit avec un conflit, en tout cas sur la situation actuelle que je décrivais. Et le conflit est générateur d'histoire. Voilà pourquoi c'est intéressant dans la création d'un univers. Donc quand vous en créez un, ça vous paraît peut-être logique comme ça, mais à mon avis, l'une des premières choses à laquelle on doit penser, c'est en quoi la situation actuelle dans laquelle vont exister les joueurs est conflictuelle. Plus vous avez des conflits, plus vous avez des sources d'inspiration pour créer des histoires, des scénarios et une manière d'impliquer les joueurs dans un univers conflictuel et donc riche en histoire. Alors forcément, je me suis largement inspiré de cette fameuse Fède royale. C'était mon postulat de base, je l'ai calqué tout de suite sur mon univers, j'ai créé les royaumes sélonites, et je me suis dit, on va dire qu'il y avait un royaume sélonite au départ, qui a été fragmenté suite à un héritage, vous voyez exactement la même chose, et donc ça a mené à 3 royaumes, et il y a eu un conflit très important. Ça, c'était mon postulat de base. Et donc, lorsque vous regardez la carte que vous avez sous les yeux, là, on retrouve ici mes 3 royaumes, parmi les royaumes sélonites, la Dalmérie, la Pharèse et le Pays de Landre. La Dalmérie et la Pharèse sont apparentées à l'Austrasie et à la Neustrie parce que je voulais que le conflit viscéral existe entre ces deux-là. Et puis je vous parlais d'une sorte de troisième larron, la Burgondie dans l'histoire, et bien là je l'ai remplacé par le Pays de Landre, qui, vous allez le voir, est quand même lié au conflit, mais d'une manière un petit peu indirecte, par la suite, pas initialement. Donc déjà, ça pose un certain décor. Voilà ce que sont les royaumes sélonites. Ce sont 3 royaumes qui se font la guerre, ou plutôt, qui se sont fait la guerre. Car là, c'est un de mes choix, on va dire, techniques. Je ne voulais pas que mon univers, mes royaumes, soient en guerre lors de la première campagne dans laquelle seraient impliqués les joueurs. Pourquoi? Ni même forcément au départ. Pourquoi? Parce que être en guerre, quand vous êtes en guerre, ça peut difficilement être pire. Alors que si la guerre a déjà eu lieu, elle a pu laisser des traces, donc on peut quand même voir des traces de l'histoire, justement, sentir cette histoire guerrière. Les tensions demeurent, donc lorsqu'il y a des tensions après une guerre, ça laisse la place aux intrigues. Je vous l'ai dit, je l'aimais bien. Donc, vous voyez, c'est un choix pour laisser la place aux intrigues. Et en plus, quand la guerre a eu lieu, que c'est encore tendu, eh bien, on peut facilement retomber dans la guerre. On le voit d'ailleurs entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, on a rechuté. Eh bien, je trouvais ça très intéressant de se dire que il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on replonge. Ainsi, il y a une menace de nouvelles guerres potentielles qui existent. Et je trouve que la menace est plus intéressante que la guerre elle-même. Voilà pourquoi je me suis dit dès le départ, on va avoir ces 3 royaumes qui ont connu la guerre, ça a laissé des traces, et ça va se passer, en tout cas la première campagne qui aura lieu va se passer, disons 3 ans après la guerre, pour que les traces soient encore visibles, qu'on ressente le poids de la guerre, qu'il y ait encore les tensions, les intrigues, et que ça puisse repartir. Rien qu'avec ça, vous voyez, j'ai des pistes d'histoire, en tout cas au niveau macro. Car évidemment, je vous passe les détails, mais les joueurs ne vont pas forcément être tout de suite impliqués directement dans des conflits entre royaumes. Après, il y a des échelles. Et ça sera peut-être... on reparlera de ces échelles de conflits, probablement. On va voir où cette discussion nous mène, cette présentation. Mais là, on a la base. On a la base de l'univers et de ce que sont les royaumes sélonites. Maintenant, c'est pas terminé. Enfin, vous vous en doutez. Il faut, à mon avis, que je justifie, ou que vous justifiez, lorsque vous avez votre situation actuelle, ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une guerre, par une histoire proche. Ah, donc là, vous voyez, ça y est, je commence à parler de l'histoire, mais pas encore l'histoire d'il y a des éons, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne me suis pas du tout attelé à l'histoire très lointaine de mon univers. Je trouve que ça n'avait aucune sorte d'importance en jeu. Mais lorsque vous avez une situation actuelle conflictuelle, là, il est pertinent de commencer à réfléchir à ce qui a déclenché ça, à l'histoire proche. Donc en fait, lors de la création d'univers, vous ne créez pas votre univers de manière chronologique. Vous le faites de manière inversement chronologique. Vous partez de la situation actuelle et vous essayez de comprendre comment on en est arrivé là.
c'est beaucoup plus intéressant de créer un univers comme ça. Et donc, je me suis posé la question, que s'est-il passé pour en arriver à ce conflit que j'ai appelé la guerre des trois couronnes, de manière très simple, mais j'aimais bien le nom. Voilà, il n'y a pas d'autre raison derrière ça. Les trois royaumes, la guerre des trois couronnes. Bon, point. J'ai voulu me poser la question. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé, ça allait sous le sens. Un roi unificateur qui décède et qui, malheureusement, de par les règles, divise le royaume en trois pour que chaque fils reçoive une part égale. Voilà, l'erreur dynastique classique. Et donc, je me suis dit, simplement, il y a pu avoir un conflit, notamment entre la Pharèse et la Dalmérie, sur le partage d'une terre en particulier, que j'ai appelé le duché de Cassagne. Bon, passons pour les noms, on va pas trop vous gaver avec les noms. Mais voilà, là, ils n'étaient pas capables de se mettre d'accord sur certaines terres. Donc, ça a mis des tensions, mais ça n'a pas tout de suite mené à la guerre, nécessairement. C'était une montée de tension, ça s'est fait sur plusieurs années. Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais mettre en plus que simplement un conflit territorial, et j'ai commencé à rajouter des petits détails. Des détails qui ne sont pas fondamentaux dans la création d'univers, mais vous voyez, quand on réfléchit comme ça, on va plus naturellement vers des détails qui vont donner une couleur à l'univers. Et je me suis dit qu'il pouvait y avoir un des rois, de mémoire ça doit être celui de la Dalmérie, qui a eu un fils, donc un héritier forcément, et il l'a appelé Valéran. Valéran qui est en fait le même nom que le père de ce roi-là, et donc le grand-père de l'enfant, le roi unificateur dont on parle, à l'image de Clovis. Le Valéran, je me suis dit, voilà, c'est mon Clovis à moi. Et il a nommé son fils comme ça. Donc forcément, ça, vu qu'il y avait déjà un conflit territorial, ça a donné un très mauvais signe à l'autre royaume avec qui il y avait le conflit, parce qu'en nommant son fils Valéran, il fait référence au roi unificateur qui était roi du royaume unifié, donc avec toutes les terres. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui ont contribué à amener des tensions. Et donc c'était déjà pas mal. Ensuite, je me suis dit, les tensions ont monté, et il faut que ça mène à un assassinat, comme dans la fête royale. Pardonnez-moi pour les petits silences, mais il y a beaucoup de choses, donc j'essaie de l'organiser. Donc il faut que ça mène à un assassinat. Et je me suis dit, il faut que potentiellement un assassinat soit manigancé, mais qu'on laisse le flou sur réellement qui a été l'instigateur de l'assassinat, qu'on puisse rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre, donc pas forcément donner des réponses formelles, même si moi après j'avais peut-être quelques idées. Donc je me suis dit, on va faire simplement les tensions montent, et le roi de Dalmérie est assassiné. Forcément, tout de suite, la Dalmérie accuse son rival la Pharèse, que vous voyez encore une fois sur la carte. Ça crée une tension terrible. Et à la limite, pourquoi pas, la Dalmérie utilise ça comme prétexte, donc maintenant la reine qui est seule, pour attaquer la Pharèse. Et derrière, le roi de Pharèse lui-même est assassiné également, comme dans la fête royale des Mérovingiens. Là, il n'y a plus de roi sur ces deux royaumes. Là, c'est la guerre totale, complète, entre les deux. Chacun se rejette l'assassinat, le complot, etc. Encore une fois, je vais essayer d'éviter d'aller dans tous les détails. Mais voilà, déjà, on a une bonne raison, et là, la guerre a éclaté à ce moment-là. Et puis, je me suis posé une autre question. Très bien, il y a la guerre entre les deux, mais le but, c'est quand même la guerre des trois couronnes, pas la guerre des deux couronnes. Donc, comment est-ce que je fais pour ramener le pays de Landres dans cette guerre-là? Vous voyez, en pensant à rebours comme ça, commencez à vous poser les bonnes questions et à apporter les éléments d'histoire qui sont pertinents pour apporter du jeu. Pas juste une histoire qui est là pour faire beau. Et donc j'ai réfléchi sur la manière d'amener ce troisième larron dans le conflit. Et je me suis dit que, vu que la Dalmérie et la Pharèse allaient se taper dessus, ça allait les affaiblir tous les deux. Et donc le pays de Landres pourrait ensuite récolter la mise et mettre la main sur la totalité du continent.
Je me suis dit, la Dalmérie et la Pharèse, au moment pendant qu'ils se tapent dessus, ils vont peut-être se poser cette question et finalement regarder vers le pays de Landre, pourquoi pas en l'accusant, donc en accusant en plus le seul roi qui est encore en vie, faut pas oublier, d'avoir manigancé tout ça et d'être en fait à l'origine des assassinats pour avoir provoqué une guerre entre ses rivaux et ensuite récolter la mise plus simplement. Je me suis dit que ça c'était vraiment intéressant, que le troisième roi soit entré dans le conflit de son point de vue, en tout cas de ce qu'il dit officiellement, parce qu'il y a été forcé, parce que finalement il s'est retrouvé à être accusé par les deux autres d'être le comploteur, celui qui manigance, ou parce que c'est peut-être parce que c'est vrai aussi. Encore une fois, on laisse planer le doute. Et puis en réfléchissant, je me suis dit bon, c'est peut-être pas simplement suffisant que soudainement les deux royaumes qui se mettent sur la tronche se disent ah finalement on s'est peut-être fait manipuler. Là comme ça sans raison, je me suis dit il faudrait que je donne une raison. Et c'est en réfléchissant comme ça à trouver une raison un peu plus, un déclencheur, que j'ai trouvé, je pense, la solution. Et donc, j'ai repensé à la fameuse Frédégonde de la Fède royale, hein, donc là vraiment le personnage historique, qui était une roturière. Je me suis dit, ben, je vais faire que la reine de Pharèse, en tout cas la précédente, elle est morte. Mais elle a quand même eu un enfant, donc il y a quand même un héritier de Pharèse, avec le roi qui a été assassiné. Donc en gros, il ne reste plus que l'héritier, mais et son père et sa mère sont morts. Mais sa mère était morte avant le père, j'espère que vous me suivez. Hein. Le père, donc le roi, lui s'était remarié avec une roturière d'ailleurs. J'ai repris totalement l'histoire de Frédégonde. Donc c'était une deuxième reine, qui n'était pas la mère de l'héritier. Et il a eu un second enfant avec elle, avec la roturière. Encore une fois, qui n'est pas l'héritier parce qu'il est second. Et là, du coup, les trois royaumes ont le droit d'aînesse. Hein. Ils ont compris qu'il ne fallait pas fragmenter à l'infini, qu'on soit clair. Et donc, je me suis dit, mais comme le roi est mort, l'héritier, il n'a plus ni mère ni père pour le soutenir. Et donc, il pourrait potentiellement être menacé si la reine en place veut privilégier son fils et donc potentiellement se débarrasser de l'aîné et de l'héritier légitime pour que son fils prenne la place. Ça serait tout à fait logique. Surtout comme il y a eu des assassinats un peu ici et là, on est en droit de se poser la question. Par conséquent, le roi du pays de Landre, qui est l'oncle, évidemment, du jeune héritier de Pharèse, a pu rapatrier son neveu en l'amenant au pays de Landre pour le protéger. En tout cas, dit-il. Mais alors ça fait un tollé. Parce que s'il fait ça, ça veut dire que le roi du pays de Landre, il a adopté l'héritier du pays de Pharèse, il en a fait son fils, il en a fait, oui, donc son héritier, et donc ce jeune-là est à la fois l'héritier du pays de Landre et normalement légitimement de la Pharèse. Ça en fait quelqu'un de très dangereux, et donc ça rend le pays de Landre soudainement extrêmement dangereux, et ça attire une suspicion légitime quant à sa responsabilité vis-à-vis des deux assassinats qui ont mené à la guerre entre la Dalmérie et la Pharèse. J'espère vraiment que vous me suivez et que je ne vous ai pas perdu. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et c'est pourquoi, malgré lui, ou par sa faute, on laisse planer le doute, le roi du pays de Landre est rentré dans la guerre, après les autres, et ça a mené à la fameuse guerre des Trois Couronnes. Encore une fois, j'espère que vous avez suivi le cours de la réflexion. Mais vous voyez, c'est en se posant les questions, en partant d'une situation actuelle, qu'on est capable de construire une histoire proche qui, elle, a un impact. Parce que là, vous voyez, il y a des intrigues, il y a des manigances, il y a des accusations qui sont lancées à tort ou à raison, on ne sait pas, c'est extrêmement libre. On a vraiment le choix là, à ce moment-là. Et ça peut mener à plein d'histoires. D'accord ? Ça mène à plein d'histoires, mais on est quand même en train de rester à un niveau global du conflit. C'est-à-dire que tous vos personnages joueurs, enfin en tout cas les miens en l'occurrence, vont pas être mêlés aux histoires des royaumes. Surtout que moi j'aime bien quand c'est des histoires un petit peu moins impactantes. Ça dépend. Donc il faut aussi proposer du jeu à des échelles inférieures. Régionales, locales, que sais-je. Donc je me suis dit on va rajouter quelques petits trucs. On va aller un petit peu plus dans le détail. Et donc il y a toute cette histoire des royaumes et le conflit qui existe.
Et on va amener un peu de féodalité à tout ça. Vous avez les 3 royaumes, mais il va quand même y avoir des duchés. Des duchés, donc des régions avec des seigneurs qui sont vassaux des différents suzerains, mais qui sont quand même puissants. La féodalité, c'est pas la toute-puissance du roi, c'est le contraire, c'est la puissance des féodaux et le roi se dépatouille avec tout ça. Comme ça amène tout de suite d'autres conflits potentiels. En plus des conflits entre les 3 royaumes, il va y avoir des conflits entre les duchés, parfois même entre des duchés qui ne sont pas dans les mêmes royaumes ou qui sont même au sein du même royaume. Ça ramène beaucoup plus de choses. Et là, je ne suis pas obligé d'aller dans l'histoire, par contre. Et j'ai voulu rajouter une petite touche qui, elle aussi, s'inspire de l'histoire, mais une histoire bien plus tardive que celle des Mérovingiens, pour ajouter encore une autre dimension au conflit et donner un petit peu plus d'impact au pouvoir royal. Dans le Moyen-Âge central, si on divise en 3 périodes, au Moyen-Âge d'abord, Moyen-Âge central, puis bas Moyen-Âge, même si, bon, parfois c'est divisé simplement en 2, au Moyen-Âge et bas Moyen-Âge, là ça serait donc plus le bas Moyen-Âge, mais en tout cas, à partir de 1080, ou 1180, pardon, en France vous avez le roi Philippe Auguste, qui est un Capétien, et qui va être l'un des premiers à renforcer l'administration royale par le placement d'officiers, et qui va entamer un long travail qui est fait par la dynastie capétienne, un travail de sape de la féodalité pour casser les féodaux et étendre le pouvoir royal via son administration. Et ça, les féodaux, donc les ducs, etc., ils n'aimaient pas ça du tout. Donc effectivement, c'est complètement anachronique par rapport à l'époque mérovingienne dont je m'inspirais, mais je m'en fiche, je prends des inspirations ici et là. Et j'ai rajouté cet élément avec les 3 royaumes qui, chacun au sein de leur royaume, justement, essayent d'étendre leur administration, de manière plus ou moins différente, bien sûr, pour identifier les royaumes, face à leur duc, pour étendre le pouvoir royal, en l'occurrence. Et pourquoi c'est intéressant? Donc déjà, je vous ai parlé de l'inspiration, mais pourquoi c'est intéressant d'un point de vue du jeu? Parce que ça rajoute une autre dimension conflictuelle, on en est toujours là. Je vous parlais des conflits entre les royaumes, je vous ai parlé de la guerre des 3 couronnes et comment on en était arrivé là. Je vous ai parlé des conflits entre les ducs, donc les féodaux qui doivent arriver. Et puis il y a les conflits entre les ducs et leur pouvoir royal. Parce qu'eux vont résister à son expansion administrative. Donc conflit entre les ducs, les officiers royaux, etc. Je ne suis pas allé dans plus de détails que ça une fois que j'ai pensé à ça pour la création d'univers, mais une fois qu'on a posé ça là, on se rend compte que là on commence à avoir beaucoup d'échelles de conflits potentiels. Et oui, on est toujours dans du conflit réaliste, j'allais dire politique, mais c'est pas forcément du conflit politique. On le verra peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs où je vais aborder les intrigues politiques. C'est pas toujours ce qu'on croit en jeu de rôle. C'est pas forcément de la politique. Mais bref, ça peut mener à plein d'histoires avec un duc qui emploie les PJ pour nuire à un autre duc ou faire en sorte de gagner plus de puissance sur une ville qui est en train d'être prise par l'administration royale. Vous voyez des choses comme ça. Ça vous donne ce genre d'inspiration. En tout cas, moi, ça m'a donné ce genre d'inspiration lorsque j'ai établi tout ça. Donc vous voyez, là, je vous ai dépeint déjà, on en est vraiment à une cartographie au sens large, pas juste géographique, de l'univers présent et de ce qu'il peut apporter ici et maintenant en termes de conflit et donc d'histoire. On pourrait s'arrêter là, et je pense que ça serait vraiment suffisant. Mais on va quand même aller plus loin dans la présentation, parce que là, je vais aborder quand même la partie historique. Je vous l'ai dit, je considère qu'elle est moins importante d'un point de vue du jeu et de son utilité, mais c'est toujours intéressant quand même de voir comment on en est arrivé là, d'avoir une histoire un petit peu plus profonde, dans laquelle parfois on peut puiser quand on a envie de surprendre les joueurs et de sortir quelque chose du fond des âges, d'un peu différent de l'histoire proche. Donc je vais reprendre, encore une fois j'espère que vous m'avez suivi, je vais reprendre à partir du fameux Valéran, le roi à l'image de Clovis, le roi unificateur, donc avant les 3 royaumes, celui qui était là le premier roi du royaume sélonite, lorsqu'il n'y en avait pas 3. Donc effectivement, je me suis dit celui-là ça va être un Clovis. Clovis a uni les tribus franches, les tribus des Francs, enfin les clans plutôt, avec des chefs de guerre, pour devenir le roi des Francs. C'était pas des royaumes structurés politiquement, c'était un peu éparse,
Et donc j'ai voulu quelque chose de similaire. J'ai voulu que mon Valéran soit un roi, ou en tout cas soit devenu roi, parce qu'il a uni des chefs de guerre. Mais j'avais besoin d'une raison et d'un moyen. Pourquoi a-t-il uni les chefs de guerre? À quelle fin? Et par quels moyens? Donc on va commencer par le pourquoi. J'avais envie qu'il y ait eu besoin d'une union par rapport à un ennemi commun. Et c'est là que j'ai eu l'idée assez rapidement, il n'y a pas trop de passerelles, de ramener un empire un peu style empire romain. Alors je sais, ça n'a rien d'original, c'est vu et re-revu dans les univers maison, mais je m'en fiche complètement, j'aime bien. Et en plus, l'empire auquel j'ai pensé est plus un empire qui ressemble à la civilisation grecque qu'à la civilisation romaine. Ça, c'était la petite parenthèse. Et je me suis dit, ok, il y a pu avoir un tel empire qui dominait le continent et qui menaçait de revenir. Et donc le fait d'unir les clans sous un même royaume permettait de présenter un front uni pour ne pas que cet empire revienne. Mais alors, si on parle de retour de l'empire, ça veut dire qu'il avait déjà été là. Et donc c'est là que j'ai commencé à pousser plus loin dans le passé historique de mon univers, les royaumes sélonites. Je me suis dit, bah oui, il y a pu avoir un empire venu du sud, totalement arbitraire. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte, on voit que tout en bas, c'est marqué vers le Nouvel Empire, vers le sud. Je vous expliquerai après pourquoi il s'appelle le Nouvel Empire. Et donc un empire venu du sud, aussi puissant qu'un empire romain, hein, même si, encore une fois, il ressemblait peut-être plus aux Grecs, a pu conquérir le continent et pas forcément asservir au sens strict les populations, les clans éparses un petit peu barbares, en tout cas dans la terminologie impériale, mais il les a dominés et j'ai voulu qu'il crée des régions pour dominer ce continent. Parce que l'Empire ne pouvait pas être présent partout, il a fallu qu'il délègue un peu, c'était tellement grand. Et je me suis dit, ces régions pourraient être les ancêtres des duchés, et donc des féodaux. Hein, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur les luttes féodales. Voilà, moi, dans mon univers, la féodalité est née de ça. Des régions administratives qui avaient été, d'ailleurs c'est un peu ironique, qui avaient été définies par l'Empire, qui était maître des lieux avant. L'Empire avait fait quoi? L'Empire avait nommé des autochtones, donc parmi les clans qu'ils avaient conquis, chefs de ces régions. Il les avait appelés, je vous le donne en mille, des ducs, pour gouverner à travers eux. Et avant, il n'y avait pas d'union entre ces clans, ces guerres, ils se faisaient la guerre tout le temps. Donc l'Empire a amené l'ordre d'une certaine manière. Mais en même temps, entre guillemets, en asservissant, en restant présent, en dominant, etc. C'est aussi ce qui permet d'avoir une sorte de diversité religieuse aussi, avec chacun qui a ses croyances. Bref, ça c'est encore une fois une parenthèse, on ne va pas rentrer trop là-dedans tout de suite. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ces régions, que l'Empire appelait les dominions. Donc, les dominions sont les ancêtres des duchés dans mon univers, les dominions, et il y avait des ducs qui dirigeaient chaque dominion. Donc des ducs, je le répète, des autochtones au service de l'Empire, qui avaient été convertis. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ils ont voulu retrouver l'essence de qui ils étaient, ils en avaient marre de subir l'influence impériale, et ils se sont rebellés. J'ai pensé à ça, ils se sont dit, bon voilà, ils se sont soulevés. Donc j'ai créé une période qui s'est appelée le soulèvement des dominions. Ça a commencé par 1, puis 2, puis 3. J'ai eu des idées pour des déclencheurs, mais peu importe, c'est pas très intéressant pour vous. Et finalement, l'Empire, en tout cas sur le continent que vous voyez ici, s'est effondré sur lui-même. Il était trop étendu, il n'a pas réussi à résister à un soulèvement aussi global. Et donc ça a obligé les impériaux purs et durs, pur sang si j'ose dire, à battre en retraite vers leur terre d'origine, à savoir le sud. Et c'est pour ça qu'après, ça a créé des changements politiques au niveau impérial, et donc il a été renouvelé le Nouvel Empire. Mais ça sert à rien d'aller dans trop le détail. Cependant, une fois que cette victoire contre l'Empire a eu lieu et qu'il a été chassé, les dominions ont commencé à se retourner les uns contre les autres, parce que maintenant, qui continue de diriger? Est-ce que c'est les chefs, les ducs qui ont été nommés par l'Empire? Ou est-ce que justement ça s'est injustifié et il faut complètement revoir les choses? Donc forcément, de nouveau un conflit, on en revient toujours à ça, et les dominions ont commencé à se mettre sur la tronche. Sauf que se mettre sur la tronche, ça veut dire s'affaiblir, ça veut dire ne pas présenter un front uni, et ça, c'est ouvrir la porte à un retour potentiel de l'Empire. Là intervient Valéran, la figure ressemblant à Clovis, qui va unir les dominions
pour devenir le premier roi du royaume sélonite et donc présenter une entité puissante pour intimider l'Empire et le pousser à ne pas revenir. Mais vous voyez, ça ajoute une nouvelle menace à la situation présente, c'est toujours cette menace potentielle d'un retour de l'Empire. Il n'est pas mort, il est là, au sud, quelque part. C'est pas l'élément central de l'univers, c'est pas l'élément le plus détaillé, mais c'est un peu une menace latente qui peut être là et qu'on peut exploiter en jeu, qui peut inspirer à un moment. Pourquoi pas? Toujours penser dans la création d'univers l'utilité que vous en retirerez dans vos parties. C'est pas juste un univers pour faire beau, il doit pouvoir servir en jeu. Donc je vous avais dit, il y a deux choses que je voulais voir pour ce fameux Valéran. C'est pourquoi il a uni tout le monde, là on l'a vu, pour faire front commun contre un empire dont on vient de créer un peu l'histoire, en tout cas sur le continent. Et je vous parlais des moyens employés. Comment a-t-il fait pour unir tout ça? Et là, bah oui, j'ai encore copié sur l'histoire. Clovis, comment il a fait? Il s'est converti au christianisme. Parce que ça a été un élément unificateur, parce que le christianisme était assez répandu. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, puisque après la chute de l'Empire romain d'Occident, les gouvernements étaient surtout locaux dans les épiscopats, et c'est les évêques qui étaient les figures d'autorité locale. Donc clairement, il y avait, c'était important, et donc c'est comme ça, c'est en se convertissant, en partie hein, bien sûr, après aussi en guerroyant, qu'il a uni. C'était le facteur d'union, c'était le christianisme. En tout cas, c'était l'un des facteurs d'union. Et j'ai voulu ramener l'aspect religieux là-dedans pour apporter un peu de religieux, parce qu'on sait que c'est pareil, ça amène du conflit, la religion, il ne faut pas le nier. Et puis ça m'a permis plus tard d'ajouter un peu de mysticisme, et je vais y revenir, un peu de mythologie. Là, on commencera à se diriger peu à peu vers la partie fantasy du low fantasy. Vous sentez, là, ça commence à arriver. Mais quelle religion? Je vous ai dit que là, c'était surtout polythéiste. Il y avait les dominions, chaque clan, chaque peuple avait ses religions, puis en plus, il y avait les religions impériales. C'est un melting pot. Donc comment il a pu faire? Eh bien, pour unir tout ça, il fallait une religion qui ne renie aucun dieu pour ne froisser personne, mais qui se plaçait quand même au-dessus de tous les autres dieux. Donc on ne renie aucun dieu, mais on a quand même une figure divine qui est plus importante que toutes les autres. Comme ça peut unir, ça peut être commun. Mais il fallait quelque chose qui soit déjà commun potentiellement à tout le monde. Et c'est là que j'ai rajouté dans l'histoire, et vous voyez là ça a une pertinence, une religion qui a pu naître lors de la domination impériale. Exactement comme le christianisme, qui au début, il ne faut pas se leurrer, était une secte au sens, pas au sens négatif comme on peut forcément en entendre parler, mais au sens caché, au sens culte, pas officiel, persécuté, etc. C'était vu comme une secte de toute façon. Et donc il a pu naître comme ça, la religion de mon univers, les royaumes sélonites. J'ai pas encore défini ce que c'était. Donc là, très similaire au christianisme dans sa naissance, je voulais que ce soit une religion qui soit née un peu dans les ruelles, cachée, persécutée, mais partout. Ça, c'est très important. Que ça se soit répandu partout, sans pour autant se structurer. Qu'il y ait des figures, un petit peu des prêtres, ici et là, autoproclamés ou votés, peu importe, mais sans structure globalisée. Donc plutôt une force spirituelle qui se soit répandue. Comme ça, Valéran a pu s'en emparer, et comme c'était répandu partout, ça a pu être utilisé comme un levier d'union entre les différents peuples. Sans pour autant renier les panthéons locaux, régionaux, etc. C'était ça la stratégie de Valéran dans l'univers des royaumes sélonites. En l'occurrence du royaume sélonite à l'époque sous Valéran, où d'ailleurs il n'y avait pas encore de royaume lorsqu'il était en train d'unifier évidemment. Donc il s'est converti à cette religion que je n'ai toujours pas définie. C'est comme ça que je l'ai pensé, j'avais pas encore forcément la religion tout de suite. Comme ça il a pu se faire, il a pu se convertir, il a pu devenir une sorte de roi prêtre, et tout en guerroyant, en intimidant aussi, il ne faut pas se leurrer, mais aussi en unifiant spirituellement et en ne reniant pas les croyances ancestrales, il a pu réussir ce tour de force que d'unir les dominions sous une seule bannière, le royaume sélonite. Et là, on se pose une autre question, enfin je me suis posé une autre question, vous voyez, la création d'univers est souvent une succession de questions qu'on se pose, il faut simplement se poser les bonnes et dans le bon ordre. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette religion, concrètement? Et pour le coup, là, j'ai pas voulu tout à fait copier sur le christianisme. Même si, dans la structure de cette religion, une fois qu'elle gagnera une structure,
il y aura des similitudes, bon, forcément, ça ne me dérange pas. J'aime bien qu'on puisse avoir un référent dans le monde réel. Mais je voulais quelque chose d'un peu différent, spirituellement parlant. Je vous passe les détails de pourquoi, mais j'avais déjà eu une idée d'une cité qui s'appellerait Radiance. Cité de lumière, mais de lumière de couleur pourpre ou violette. C'est un long débat, vous pouvez pas comprendre. Là, c'est une blague privée pour mes joueurs. Une confusion entre les couleurs, peu importe. Une grande cité spirituelle qui serait presque une cité divine, mais qui se placerait au-dessus des dieux. Je voulais que pour une fois, ce ne soit pas un dieu anthropomorphique qui soit vénéré, ou même un dieu caractérisé comme une personne, mais une cité, une ville de lumière. Et donc en me disant ça, je me suis dit, bon d'accord, mais là pour le coup, pourquoi? C'est quoi la mythologie derrière? Et donc après réflexion, là je vous le fais tout de suite, je vous passe la phase de réflexion. Je me suis dit, je vais faire une sorte de patchwork de différentes mythologies, et je me suis dit, ben voyez, il y avait les titans, et avant de partir ou de s'endormir, ou peu importe, ils ont bâti la cité de Radiance, avant de eux disparaître. Et la cité de Radiance a la capacité d'engranger l'énergie, une énergie spirituelle générée par les prières des fidèles. Ça c'est la mythologie, hein. C'est pas forcément vrai dans l'univers. Après là, on met le curseur où on veut. Ça n'est que la mythologie. Est-ce vrai, pas vrai, une part de vérité? Peu importe. Encore une fois, ça laisse le doute. Et d'ailleurs, je poursuis dans ma parenthèse, je parle de conflits qui génèrent des histoires. Les mystères génèrent aussi des histoires. On peut découvrir des mythologies et tout ça. C'est très bien, notamment pour les joueurs qui aiment gratter du lore. Fin de la parenthèse. Et donc cette cité engrange les prières des fidèles, et grâce à cette énergie, elle est capable de donner naissance aux dieux dont les gens ont besoin et qu'ils prient également. Donc on peut prier Radiance et les dieux. Et c'est Radiance qui crée les dieux. C'est ça la mythologie autour de Radiance. Et c'est pour vous montrer qu'elle est puissante, c'est que elle n'est pas un dieu, donc on peut vénérer ces dieux, mais elle donne naissance aux dieux, donc elle est au-dessus des dieux. C'est pour ça qu'elle peut unifier sans pour autant renier les croyances populaires. C'est ça la force de cette religion, et c'est ça qu'a pu utiliser Valéran dans l'univers que je vous présente aujourd'hui. Voilà cette spiritualité. Maintenant qu'on est revenu assez profondément dans l'histoire, on va revenir vers le présent. Parce que il ne vous aura pas échappé, j'espère, avec toutes les informations que je vous donne, que dans la situation présente, que je vous ai décrite au début et par laquelle j'ai commencé la création de mon univers, j'ai pas fait mention du tout d'une religion. Ah non, c'est normal, c'est en allant dans le passé, pour le coup, petit à petit, que cette idée a émergé, et maintenant il faut que je revienne vers le présent pour savoir quelle forme prend cette religion, quelle est sa place maintenant dans la situation présente, qui, je le répète, est la plus importante. Pas le passé, parce que c'est le présent qui vous permet de jouer en jeu de rôle. Et là, je me suis dit, je vais lui donner encore un rôle encore plus important à cette religion. Si Valéran a pu unifier les peuples via cette religion, pourquoi cette religion n'aurait pas eu le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, d'arrêter la guerre des Trois Couronnes? Oui, parce que j'ai dit qu'il y avait eu une guerre, mais j'ai jamais dit comment elle s'était arrêtée. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à me poser la question, comment cette religion a pu, encore une fois, jouer un rôle pour vraiment s'implanter? Parce que jusqu'à présent, même avec Valéran, c'était une religion qui maintenant était officielle spirituellement parlant, mais c'était le roi le chef de cette religion d'une certaine manière. Il n'y avait même pas forcément de chef, il n'y avait pas de hiérarchie, ça restait des prêtres locaux, c'était une spiritualité, il n'y avait pas d'ordre religieux associé. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être qu'il y en ait. Et si c'était la guerre des Trois Couronnes, ou en tout cas la fin de la guerre, qui avait mené cette religion à se structurer et à créer des ordres avec une vraie hiérarchie, qui pourrait ressembler, pourquoi pas, à la religion catholique, en termes d'inspiration. On n'est pas obligé d'ailleurs, c'est juste que c'est celle que je connais le mieux forcément. Puis de toute façon, je m'inspire de Clovis, donc forcément, il y a un lien. Donc là, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, et si pendant cette guerre interminable, il n'y avait pas eu un religieux, un des prêtres, qui avait eu cette idée justement de reprendre ce qu'avait fait Valéran, et d'unir, de voyager et d'unir, non pas tout de suite les royaumes, parce que là c'est impossible, mais les prêtres de la religion de Radiance. Et de commencer à avoir du poids en tant que force religieuse, pas simplement spirituellement, mais politiquement. Voilà. Il a pu avoir l'idée que
cette religion pouvait être utilisée politiquement et prendre une place dans la politique des royaumes. Et donc il a rassemblé, il a convaincu, un peu comme Valéran l'avait fait. Il a même obtenu que des gens qui étaient des soldats qui étaient las de la guerre, ou même des chevaliers, aient pu prêter allégeance. Et il a pu créer un ordre armé qui ne pouvait pas du tout faire concurrence aux armées des royaumes, mais qui pouvait quand même avoir un poids. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a eu un poids suffisant, et qu'il s'est retrouvé chef du culte finalement, et du culte au global sur tout le continent, que là il a eu suffisamment de pouvoir pour investir, et là on revient à une idée du départ, vous allez voir, investir le duché que se contestaient la Dalmérie et la Pharèse originellement. Vous savez, celui sur lequel ils n'étaient pas d'accord sur le partage. Eh bien, l'ordre armé de Radiance y va, prend possession d'un fort, qui s'appellera plus tard Fort Radiant, forcément, et en s'implantant là, envoie une invitation aux 3 royaumes en les invitant à un concile, en invitant le pouvoir royal à un concile que lui présiderait, en tout cas dont il serait le médiateur. Et comme maintenant il a une force politique, il a un ordre armé, l'ordre de Radiance, il est écouté. Il réunit tout le monde autour de la table, et finalement, grâce à une longue médiation dont il est l'artisan, ce nouveau chef religieux, eh bien, il réussit à faire signer un traité qui s'appelle le traité de Dantelin-Cassagne. C'est un nouveau duché qui est créé par l'association des 2 duchés qui étaient contestés, Dantelin et Cassagne. Le traité de Dantelin-Cassagne. Et dans ce traité, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que la fusion déjà de ce duché, parce qu'il était séparé au départ, et surtout le fait que ce duché sera maintenant la propriété de l'ordre de Radiance. Et ça, c'est très important parce que ça légitimise complètement l'existence politique de l'ordre de Radiance. Et ça met fin à la guerre. Mais en plus de ça, dans ce traité, il y a une description de toute la hiérarchie maintenant du culte de Radiance, comment ça va se passer. Et ce qui est fait, c'est qu'il y a 3 archevêques qui sont nommés. Déjà, le chef spirituel là, qui a fait tout ça, lui devient le Grand Radiant. Donc c'est un peu un équivalent d'un pape, un peu différent, mais peu importe. C'est lui le chef de l'ordre de Radiance. Et 3 archevêques sont nommés, ou votés, peu importe à ce stade, j'avais pas forcément pensé à ça. Et le rôle des archevêques, c'est qu'il y en ait un par royaume et qu'ils deviennent les conseillers personnels des rois, ou des reines en l'occurrence, parce qu'il y a toujours 2 rois qui sont morts, et toujours les reines, avec potentiellement les héritiers. Parce que comme ça, les archevêques vont vouloir conseiller chaque royaume, mais auront quand même une affiliation envers l'ordre de Radiance qui est au milieu de tout ça. Et l'objectif est justement de maintenir un équilibre pour éviter que ça repète. Alors ça donne un pouvoir très important aux archevêques, et donc au culte de Radiance forcément, mais ça ajoute aussi un conflit potentiel, c'est que les archevêques vont avoir du pouvoir temporel, pas que spirituel, parce que maintenant ils sont conseillers des rois, et ils peuvent vouloir aussi commencer à servir vraiment les intérêts des royaumes qu'ils servent. Donc parfois il faudra aussi eux les surveiller, des fois qu'ils ne soient pas eux-mêmes les instigateurs. Donc ça commence à amener une autre dimension de conflit au potentiel, au sein même de l'ordre de Radiance. Donc vous voyez, on a encore un niveau supplémentaire qui enrichit l'univers et qui donc enrichit le potentiel de jeu pour les parties. On en revient toujours à ça. Donc les archevêques, qui deviennent des conseillers. En gros, là, pour cette notion d'archevêque, je me suis clairement inspiré du rôle qu'a joué Richelieu auprès de Louis XIII et Mazarin ensuite, mais plutôt du Richelieu. Voilà, le religieux qui a un pouvoir certes spirituel, mais également un pouvoir politique. Et c'est ça, les archevêques. Et puis j'ai rajouté un peu l'équivalent des cardinaux, encore que c'est pas tout à fait pareil, que j'ai appelé les radiants. Et eux, les radiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ouvrir des paroisses et ils nomment des prêtres dans les paroisses à travers les royaumes. Et je dis bien les royaumes. Les radiants ne sont pas affiliés à l'un ou l'autre des royaumes. Ils peuvent aller partout. Donc vous voyez ça, eux, ils ont un pouvoir plus transverse par rapport aux archevêques qui ont un pouvoir surtout au niveau du royaume qu'ils conseillent.
Les radiants, eux, c'est autre chose, ils ont un pouvoir plus global, ils vont ouvrir des paroisses ici et là. Et chaque paroisse qu'ils ouvrent en nommant un prêtre leur est affiliée personnellement en tant que radiant. Hop, on a encore une dimension, une nouvelle dimension de conflit qui s'ouvre au sein du culte de radiance avec les radiants qui vont vouloir ouvrir des paroisses, parler au duc, parce que là du coup ça sera plutôt des influences régionales pour convaincre les ducs qu'il faut qu'ils acceptent qu'ils ouvrent une paroisse sur leur duché, etc. Puis là on a des politiques entre radiants, ducs, et ça vient agrémenter les conflits potentiellement régionaux dont je parlais avec les duchés, la féodalité, etc., en ajoutant la dimension religieuse. Je vais m'arrêter là sur cet aspect parce que l'heure tourne. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. N'hésitez pas à écouter cette vidéo en plusieurs fois, hein. Mais bon, maintenant que j'ai commencé, je vais continuer et j'approche de la fin. Là, on a vraiment un univers qui est exploitable. Mais on va en revenir au tout premier élément dont je vous ai parlé, le low fantasy. Ah, je vous ai dit que c'est avant tout l'élément réaliste qui va structurer la création de l'univers, et c'est ce qui s'est passé pour les royaumes sélonites. Mais je vous ai dit que je n'oubliais pas la dimension fantastique. Et je vous avais parlé de cet élément fantastique qu'est l'engeance. J'avais tout de suite décidé que ce serait dans mon univers. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau. Je vais simplement faire en sorte que l'engeance soit une menace potentielle qui survient de manière, je vais dire chaotique, mais ce n'est pas lié au chaos, hein. Chaotique parce qu'on ne sait pas parfois comment ça émerge. Ça émerge à différents endroits. Et quand ça émerge, il peut y avoir ce que j'appelle des percées. Et là, l'engeance se prolifère et prend différentes formes en fonction de où elle est et de la biologie avec laquelle elle peut se mêler. C'est une menace qui est connue plus ou moins en fonction des régions, mais qui est une menace quand même connue. Elle n'est pas globale, elle survient par événement, donc elle n'est pas omniprésente, mais elle est là quand même. Et donc c'est une menace permanente et un élément horrifique que je peux injecter dans mes histoires, ici et là. Et en plus, l'engeance, c'est une dimension importante parce qu'elle prolifère, potentiellement elle pourrait vraiment se répondre. Il y a une menace, si on regarde un peu long terme, une menace vraiment globale pour l'engeance. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas lutter vraiment contre elle. Et c'est là où j'avais tout de suite prévu que je voulais que ce qui puisse contrer l'engeance, ce soit des découvertes scientifiques et alchimiques. Science et alchimie sont intrinsèquement liés dans cet univers. Et là, on rajoute encore à l'univers une petite couche, une couche de technologie que j'ai pas forcément développée au départ de la création d'univers, même si j'avais quelques pistes, mais ça donne une base pour créer aussi d'autres styles d'histoire qui viennent se lier. Bah oui, parce que si vous avez des alchimistes ou de la technologie et qu'on essaie de découvrir des choses pour lutter contre l'engeance, certes, ça a un impact tout simplement pour lutter contre ce mal terrible qu'est l'engeance, la dimension horrifique, la technologie a des buts vraiment bénéfiques, mais ça va aussi influer sur les conflits parce que le premier à découvrir ça va avoir un pouvoir économique très important, même politique au niveau des royaumes. Donc on peut se disputer des connaissances alchimiques et hop, vous avez encore un niveau d'histoire à générer, niveau de scénario. Et tout peut s'entremêler ensuite suivant la complexité que vous voulez à vos histoires. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est dans tout ce miasme, cet univers, là, que je pense que j'ai achevé de vous présenter aujourd'hui, en écartant quelques détails bien sûr, c'est à travers ça et en se basant là-dessus que j'ai pu lancer mes campagnes. Et donc jusqu'à présent, on en a joué deux campagnes complètes dans cet univers, et on a commencé la troisième campagne, donc qui sera diffusée en actual play. Je me laisse, comme je vous le disais, un peu de marge avant de les diffuser. Et une large part de l'inspiration que j'ai eue pour ces campagnes provient de la création de cet univers. En tout cas, ça sert de source d'inspiration pour générer justement des histoires et des intrigues, parce que voilà, les intrigues c'est quand même le plus important, vous le savez, c'est ce que je pense. Mais c'est une grosse source d'inspiration, cet univers. Et en plus, et ce sera ma conclusion, une fois que vous avez créé la base de votre univers, une base plus ou moins poussée, là j'étais allé assez loin,
vous allez rajouter des choses à mesure que les campagnes vont se dérouler. Et ce qui est passionnant, en tout cas moi c'est ce que j'adore, c'est cette notion de fresque avec chaque campagne qui va faire évoluer l'univers. À la fois ça va la faire évoluer parce que vous allez commencer, vous allez agrémenter l'univers de détails sur lesquels vous ne vous étiez pas penché avant. Donc vous allez dire ah oui ça j'avais pas réfléchi à ça, voilà ce que je pourrais rajouter. Et puis vous avez la partie de l'univers qui va évoluer par l'action des joueurs et non pas simplement parce que vous aurez l'idée de créer un truc auquel vous n'aviez pas pensé avant. Donc il y aura les deux aspects. Vous-même vous êtes offré votre univers et l'action des joueurs et le déroulement de vos campagnes vont pouvoir faire évoluer cet univers et lui donner pleinement vie. Voilà, on arrive quasiment à l'heure de présentation. J'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça vous aura vraiment inspiré. Encore une fois, l'objectif n'était pas seulement de vous présenter mon univers, j'aurais pu faire beaucoup plus court, mais ça aurait été simplement vous partager ce que j'ai fait. Est-ce que ça aurait été bien utile? Je ne suis pas certain. Là, j'ai vraiment voulu vous montrer comment, dans la création de votre univers, vous pouviez vous inspirer déjà de l'histoire, quelle qu'elle soit, qu'il y avait vraiment des sources d'inspiration incroyables, qu'il y avait des choix techniques, d'une certaine manière, faute d'un meilleur terme, à prendre pour que l'univers vous apporte ce qu'il peut en jeu, que ce ne soit pas juste une création d'univers pour faire beau, mais qu'il vous serve de source d'inspiration en jeu, qu'il soit générateur d'histoire. Et donc je vous ai parlé de l'importance d'univers conflictuels, d'univers qui sont également riches en mystères. Et j'ai essayé également de vous transmettre un mode de pensée et de réflexion pour créer vos univers en partant d'une situation présente actuelle qui est la plus importante, qui ensuite vous génère des questions sur le comment du pourquoi, qui seulement vous permettent de réfléchir à l'histoire donc passée. Et puis parfois de refaire le chemin inverse et de revenir vers le présent, quand le fait de réfléchir à l'histoire passée vous a donné de nouvelles idées pour le présent. Allez, je pense que ça va clore le sujet pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tenu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas également à commenter. Si vous voulez poursuivre la discussion, il y a le Discord dans la description de la chaîne et je vais essayer de ne pas oublier de le mettre dans la description de cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.